Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Nasri. Donc, Samuel est courtier en assurance. Il a un site qui s'appelle Expert Assure. Il est là, il va vous présenter sa profession, les conseils qu'il peut donner sur les différents contrats d'assurance qui peut exister, son parcours. D'ailleurs, Samuel, j'aimerais qu'on commence sur ton parcours parce que c'est vrai que tu as un parcours atypique. Tu n'as pas commencé par les assurances, ta carrière professionnelle. Si je me trompe pas, tu m'avais expliqué que tu avais commencé dans la finance, c'est ça? Oui, j'y suis un peu toujours, hein. C'est assez spécial parce que moi, je viens du bled, hein, ça fait 15-16 ans que je suis en France. À l'âge de 19 ans, j'ai créé mon petit commerce. Mon premier commerce, c'était au bled, tout en étant étudiant. C'est un magasin que j'ai petit à petit transformé jusqu'à ce que ce soit un magasin comme ceux qu'on voit actuellement, par exemple, de vente de téléphone, réparation, etc. D'accord, ouais. Donc, ça, après, j'ai appris ce métier-là dans le tas, hein, petit à petit. Ensuite, quand j'avais à peu près 23 ans, je suis venu en France. J'avais les papiers français dû au fait qu'il y a ma mère qui est née en France en 65. Donc, c'était un droit pour elle de demander la nationalité française parce qu'elle est née après 62, je crois, quelque chose comme ça. Elle l'a faite et comme j'étais mineur au moment où elle l'a fait, j'étais automatiquement naturalisé, enfin j'avais automatiquement la nationalité française tout en gardant ma nationalité algérienne. Donc ce qui fait que j'hésitais à venir en France. Après, à un certain moment, j'ai décidé de venir comme ça 15 jours pour voir. Je suis venu, je suis tombé à Montpellier, dans la ville de Montpellier, je suis venu à Montpellier. J'ai vu, euh, j'ai encore aussi hésité. Après, bon, il y a des gens dans mon entourage qui m'ont dit que j'avais une occasion d'aller en France, qu'il fallait que je tente ma chance. Et je vois, c'est-à-dire c'était mieux. Parce que comme j'étais pas chaud, j'étais pas du tout chaud pour venir. Moi, j'imaginais plus faire du business, réussir dans le business, euh, plutôt chez moi. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, ici, bon, imaginons tu réussis, ok, mais tu n'auras pas le même niveau de réussite que si tu faisais la même chose en France. Donc, va tenter ta chance et tu vois, si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, tu verras ce que tu vas faire. À 23 ans, quand j'ai validé un diplôme, là, un bac plus 4 en monnaie, banque et finance, je suis venu en France. J'ai pas pu tenir plus d'un an. Je voulais créer un business, etc. Donc j'ai voulu me lancer. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de trouver je voulais travailler dans la banque ici en France. Et en ce temps-là, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, c'est-à-dire que là, tu trouvais pas de gens d'origine maghrébine dans les banques en ce temps-là. En tout cas, voilà, qui avaient Hmm. des postes, etc. intéressants, c'était extrêmement rare. Donc, on m'a expliqué gentiment que ma place, c'était plutôt dans le bâtiment, dans les champs, etc. Mais c'était pas vraiment dans la banque. Après, je vois on va dire, avec un petit enthousiasme, je vois que depuis quelques années, ça a changé. On voit de plus en plus de gens d'origine maghrébine, noire africaine, etc., qui sont dans les banques. C'est en train de changer. Donc, mais pas autant où j'ai voulu, moi, trouver du travail dans la banque. Et comme j'avais pas de ressources financières, j'avais rien pour me lancer dans un entrepreneuriat, on va dire, assez intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver une astuce, quelque chose, et j'ai trouvé, il fallait que je travaille, hein. Et ben, j'ai trouvé, comme j'avais d'expérience, un petit peu d'expérience dans le commerce, donc je pouvais me débrouiller. Et ben, j'ai commencé à vendre des chaussures dans un petit magasin, dans une petite ville là, pas loin, dans les marchés. Et c'était pas,
l'endroit, il n'était pas intéressant. Enfin, la ville, etc., c'est une ville pauvre. Les marchés, j'avais commencé à un moment où il y avait l'essor d'Internet. Donc, les gens, ils désertaient de plus en plus les marchés. Donc, ce qui fait que ça marchait pas aussi bien que ça. Hein. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bonne rencontre. Et là, juste avant, j'ai découvert le métier de courtier en crédit. Donc, c'était un moyen pour moi, si j'ai réussi à me lancer dans ça, c'était un moyen pour moi de faire ce que je voulais faire au niveau de la banque, mais tout en étant à l'extérieur. Et je ne dépendais de personne pour travailler dans la banque. C'est-à-dire, j'avais pas besoin de tomber sur des gens qui vont me dire, ouais, viens, on oublie que tu es un bougnoul, viens travailler dans la banque. Donc là, je pouvais peut-être travailler en indépendant. Mais la problématique, c'était que c'était pas facile de se lancer, ça coûtait un petit peu cher, il fallait avoir une voiture, il fallait faire des choses. Je suis allé voir, je me souviens, je suis allé voir l'équivalent de, je vais pas dire leur nom parce que une sorte de petit dispositif là de l'État où on te prête 6 000 euros si tu obtiens un crédit à la banque de 6 000 euros équivalent. Je suis allé les voir, ça m'a fait rire. Je tombe sur une dame qui n'a jamais entrepris de sa vie. Elle a jamais, ça se voit, c'est une fonctionnaire où je n'ai pas trop compris ce qu'elle faisait. Et là, elle m'explique que là où je veux me lancer, c'est un peu dur. Hein. Elle me dit, vous n'avez pas pensé à ouvrir un kebab? Et Et t'as j'ai pris dit, pour un Turc, non? je sais pas. Et je lui dis, madame, je ne sais pas cuisiner. Bon, ça a changé entre-temps avec le temps, j'ai appris. Mais je lui dis, madame, vous savez, même quand je casse un œuf, je trouve qu'il est pourri, mon œuf. Quand je cuis un œuf, je trouve qu'il est pourri. Je trouve qu'il n'est pas bon. Donc, je ne pense pas que je saurais faire des kebabs. Donc, je suis allé voir des banques, un accueil vraiment assez spécial. Donc, des gens qui te regardent de haut, comme si tu étais une merde, etc. Mais après, c'est là que j'ai commencé à découvrir la discrimination, mais vraiment comment elle est puissante en France. Ben, tu vois, pour revenir Le, là-dessus, tu parles de discrimination, c'est parce que le déjà la France, racisme, comme il est puissant, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Parce que c'est juste l'image qui disparaît. Hein. ben, excuse-moi, Et donc, je ouais, je voulais disais, dire, c'est. Samuel, je voulais te couper pour te dire, oui, que la discrimination en France, au niveau social, c'est surtout parce que la France est un pays de caste, a toujours été un pays de caste, ce qui n'est pas le cas chez les anglo-saxons, tu vois. Ils n'ont pas le même problème, les anglo-saxons, avec ça. Il y a le fait, il y a la caste, et après, c'est encore pire quand tu n'es pas de la bonne origine. Ça aggrave ta situation. Parce que moi, au départ, de loin, du bled, je ne comprenais pas, par exemple, le phénomène des soi-disant quartiers où tu n'as que des gens de la même origine ou je sais pas quoi. Et tu te dis, mais pourquoi ils se rassemblent entre eux alors pourquoi ils sont parqués comme ça entre eux qu'est-ce qui leur arrive? Ils ne veulent pas aller se mélanger aux autres. Mais c'est quand je suis venu et que j'ai vu comment ils étaient traités, ces gens, et c'est là que j'ai compris. J'ai compris pourquoi les gens ils se recroquevillent. C'est-à-dire, c'est parce que c'est horrible. Des, c'est impressionnant. Et on leur reproche, par exemple, de ne pas avoir le niveau, etc. Bon, moi, j'ai un niveau supérieur aux abrutis sur qui je suis tombé au niveau des banques. J'ai un niveau supérieur à la plupart des gens à qui j'ai parlé. Mais eux, ils me prenaient de haut. Alors que tu vois, donc j'imagine après des gamins ou des gars qui arrivent, qui n'ont pas forcément un niveau, parce qu'il faut dire ce qu'il y en est. Question quotient intellectuel, la plupart des gens, ils ont un quotient de 90, hein, sans plus. Donc, si, La moyenne, je voilà, crois que c'est ça. c'est ça, hein, le quotient c'est 90, etc. Donc, après, quand ils font face à des voyous comme ça, etc., c'est normal. Et après, qu'à un certain moment, ils sont découragés, ils sont cassés et ils retournent à la maison, ils n'ont plus envie de rien faire. Et les plus courageux d'entre eux, ils finissent, ils travaillent dans les chantiers, ils travaillent, voilà, parce qu'ils n'ont pas le choix.
beaucoup de femmes qui sont dans le ménage, qui font des métiers un peu. Même si, au fur et à mesure, quand j'ai évolué, je suis tombé sur des gens qui quand même avaient un certain niveau et à qui on donne des sous-métiers juste à cause de leur origine. Hein. C'est impressionnant hein, ce qu'on trouve. Hein. En tout cas, voilà. Donc, ce qui s'est passé, donc, on me refroidit, on m'explique que 6 000 euros, ça faisait trop pour moi. C'était trop risqué de me donner à moi 6 000 euros. Ok, d'accord, c'est bien. Et entre-temps, je rencontre quelqu'un d'assez intéressant, etc., qui m'aide à me lancer dans l'immobilier. Et il m'a dit un truc que ça faisait des années, je ne l'avais pas entendu. Que j'étais un bon communicant, que j'avais les compétences nécessaires pour réussir dans l'immobilier. Alors que depuis que je suis arrivé dans ce pays, donc la France, on n'a pas arrêté de m'expliquer que je n'avais pas le niveau. Même pour vendre des pommes de terre, je n'avais pas le niveau. Et là, je tombe sur un gars, bon, il est de, disons, il est de confession juive, etc. Donc après, on fait connaissance. Hein. Moi, au départ, je pouvais pas trop savoir, etc. Malgré son nom, malgré machin, je pouvais pas trop savoir d'où il venait et tout. Et c'est là, après, avec le temps, j'ai effectivement, dans mon parcours, je suis tombé sur beaucoup de gens de confession juive. J'ai trouvé chez eux un truc que j'avais du mal à trouver chez les autres d'ici, une forme d'humanisme. Tu vois, j'ai vu en face de moi des humains. Et des gens, quand ils me regardaient, ils regardaient mon potentiel. Ils regardaient, c'est-à-dire, je sentais que je parlais à des gens d'égal à égal. Ils ne me prenaient pas de haut, ces gens-là. Donc, ça m'a beaucoup aussi, étonné. tu vois, aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup aussi de juifs qui viennent aussi du Maghreb aussi. Il y a ça Effectivement, aussi. mais après, d'autres que j'ai croisés, pas forcément. Oui, comme Certains viennent Morgan, par du exemple. Moyen-Orient, même j'ai des gens que j'ai croisés qui viennent de familles euh, israéliennes ou je sais pas quoi, hein, qui viennent vraiment, c'est-à-dire ils sont nés là-bas, ils sont venus en France, c'est-à-dire c'est des immigrés comme moi, etc. Mais en tout cas, bref, avec le temps, c'est-à-dire je suis tombé sur des gens qui m'ont, je suis même tombé une fois sur quelqu'un qui a créé une compagnie d'assurance avec qui on a bien travaillé. À ce jour, bon, là il a vendu, etc. Et c'est vrai que ce qui m'a étonné, il avait toutes les apparences d'un gars d'ici, le nom, etc. Donc, s'il ne te le dit pas qu'il est de confession juive, tu ne le sauras jamais. Mais moi, j'avais repéré un truc chez lui. C'est que dans sa boîte, à chaque fois que j'appelle, que je vois l'organigramme, etc., des gens qui travaillaient avec lui, il y avait toujours, c'était un mélange de tarés. C'est-à-dire, il y avait de tout. Tu vois, il y avait, il y avait pas, tu vois, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Je me disais, mais même on s'est vu une fois, on s'est rencontrés, c'était bien. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé et tout dans les assurances après. Ça, c'est que je te parle d'après. Hein. Mais quand j'ai gratté un petit peu, une fois, il a fait une bêtise. Dans une communication, il a voulu. Enfin, c'est pas une bêtise, il a fait exprès, mais il a voulu souhaiter. Dans un réseau social, il a voulu souhaiter quelque chose à quelqu'un, une fête, il l'a écrit en hébreu. Là, je me suis dit, là, je comprends. Ok, donc il a écrit en hébreu, etc. Bon, bref. Après, effectivement, j'ai confirmé plus tard qu'il était de confession juive. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans mon parcours, c'est là que je suis tombé sur certaines personnes, effectivement, c'est leur humanisme. C'est des gens, je suis tombé sur des gens qui m'ont donné des chances. Par exemple, je sais pas, c'est tout simple, hein, tu vois, il y a des trucs vraiment tout simples. Appelle, je veux devenir partenaire, ils vont me dire merde, tu vois, parce que voilà, c'est un bougnoul, il va vendre des non, c'est pas intéressant, etc. Mais tu tombes par exemple après, dès que tu tombes sur des mecs, ça j'ai remarqué, parce que ce soit l'immobilier, la finance, les assurances, il y a beaucoup de gens orientés, enfin de confession juive qui y bossent. Donc dès que tu tombes sur eux, etc., que tu leur demandes un partenariat, que tu veux bosser avec eux,
ils t'acceptent facilement. Tu vois. Pourquoi je dis tout ça? C'est juste pour expliquer pourquoi je suis pour. Je crois vraiment à la fraternité entre les peuples, en particulier qui d'origine nord-africaine, berbère, etc., et juive, de toute origine qui soit. Je crois vraiment à cette fraternité parce que je l'ai vécu. Je suis tombé sur des gens qui m'ont donné des coups de pouce, etc. Et je pense que je ne serais pas là à te parler, je n'aurais pas Bah, fondé une famille, tu etc., vois, sans je vais, des coups de pouce. je vais y rebondir dessus. Oui, si aujourd'hui on se connaît, justement, c'est grâce aussi à un juif qui est Morgan. Exactement, tu as vu, par exemple, voilà, et justement, c'est lui qui m'a même contacté une fois, il m'a dit, je voudrais bien t'interviewer, etc. J'ai écouté ce que tu dis, ça m'intéresse, et on a parlé, ouais, tu vois, tu imagines, voilà, c'est comme ça, c'est à chaque fois, ça a toujours été comme ça. Après, je te dis pas qu'il y a eu que des flèches dans mon parcours qui m'ont donné des coups de Oui, pouce. oui. Il y a eu d'autres personnes hein, d'origine diverses, hein, euh, espagnol, portugais, italien du Sud, etc. C'est voilà. Euh, c'est voilà. Et donc, pour revenir à mon parcours, donc je tombe sur ce monsieur, etc., qui me dit ouais, t'as du potentiel, lance-toi. Bon, je me lance. Et même en ce temps-là, la formation, et normalement, tu étais censé payer une formation, ils me l'ont offert. Enfin, il me l'a offert, Ah la ouais. formation. Il m'a dit, vas-y, démarre, c'est bon, démarre, je sais que de toute façon, je vais gagner dans l'histoire avec toi, démarre. Donc, je démarre et je fais un peu d'immobilier. C'est vrai que je gagnais un petit peu, mais le problème, c'est à chaque fois, c'est toujours le même délire. C'est que j'ai voulu travailler dans cette petite ville, etc. Mais il y a toujours la discrimination, il y a toujours le, le- il y a toujours le racisme, etc. Moi, une fois, j'appelle quelqu'un, je lui dis oui, bonjour, je m'appelle Massy. Donc, je dis Massy, donc lui, il ne sait pas trop quelle origine et tout. C'est un monsieur qui voulait vendre un terrain. Et donc, je vais aller le voir, etc. Et moi, en ce temps-là, donc, il n'y avait que Massy Nissan Nasri dans ma carte. Je discute un peu avec lui et tout. Euh, et même, donc, il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Et là, je lui donne ma carte. Le gars, il la prend, il lit mon nom, Nasri, Massinissa Nasri. Donc, il se rend compte que je suis de la mauvaise origine. Je te jure qu'il a fait 2 pas en arrière. Je te jure qu'il a fait 2 pas en arrière. C'est un truc qui m'a vraiment beaucoup blessé. C'est comme s'il avait un démon devant lui. Tu sais ce que je veux dire? Hmm. Alors que le démon, c'est lui. Et, euh, et, euh, et là, ce qu'il fait, donc il voulait plus signer de mandat. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, des histoires comme ça. Hein. Et il ne voulait plus signer de mandat, mais comme moi, j'avais les infos, etc., et que le terrain, je pouvais le faire visiter sans avoir ni rien. Donc, c'est un terrain, on connaît l'emplacement, j'ai pas besoin de. Il y a un gars qui m'appelle et je lui fais visiter. Et comme lui, il voulait impérativement acheter dans cette ville, il a fait une offre. Il m'a dit j'achète au prix que au départ me disait le monsieur là. Et ben ce gars-là, il ne voulait tellement pas passer par moi, il voulait pas que je gagne une commission. Il a vendu à quelqu'un d'autre 10 000 euros moins cher que le prix que je lui donnais moi. Juste pour que moi, je ne prenne pas la commission. Et ça, c'est un phénomène qui est très, très répandu. Tu vois, c'est un truc ici dans notre région et tout. C'est un truc qui est juste pour que je ne prenne pas, je crois, en ce temps-là, 7 000 ou 8 000 euros de commission. Il a préféré vendre 10 000 euros moins cher que de vendre à mon client. C'est-à-dire à mon client, allait lui donner 10 000 euros supplémentaires par rapport à ce qu'il allait vendre et que moi, j'allais au-dessus prendre ma commission. C'est-à-dire mon client il était prêt à sortir 18 000 euros de plus que ce qu'il avait obtenu par un autre. Parce qu'il voulait acheter ce terrain dans cette ville-là. Et c'était le seul terrain qui était dispo à ce moment-là. Lui, il fallait qu'il déménage, etc. Il avait 1 an devant lui. Tu vois, il était chaud, donc il m'a dit ouais, moi j'achète, je construis direct, je m'en fous. De toute façon, ma maison, il avait 2 maisons, ce gars-là. J'en ai une, elle est vendue, c'est avec ça que je vais construire, donc voilà.
Donc, tout était garanti. C'était même pas, on n'avait même pas besoin d'attendre un crédit. Hein. Tu vois, il n'y a rien. C'est-à-dire que la vente était faite dans tous les cas. Ça, c'est des cas comme ça, extrêmes. Et, voilà, donc bon, il y avait ça. Donc, ce qui fait que je travaillais, mais je voyais très bien qu'en termes de chiffre d'affaires, je faisais moins que ce que je ferais si je m'appelais Jean-Claude quelque chose. Je faisais 3-4 fois moins en sachant que je fais beaucoup plus d'efforts. Parce que je comparais à peu près les résultats, etc., juste à cause de la discrimination. Donc, c'est quelque chose qui te fatigue à terme. Et là, ce que je fais, c'est que j'avais quand même un petit peu, j'avais un peu plus de moyens qu'au début. Donc, je décide de me lancer dans le courtage en crédit. Et tout en faisant un petit peu, en continuant à faire un petit peu d'immobilier. Et là, je commence à faire un petit peu de courtage. J'ai réussi à signer un partenariat avec, je dirais pas les noms des banques parce qu'après il y a eu des problèmes, avec certaines banques. Et par exemple, la seule banque avec qui j'ai signé, avec qui j'ai jamais eu de problème, c'était la BNP. La BNP, j'ai jamais eu de soucis avec eux. J'ai signé un partenariat, j'ai bossé avec eux. Voilà, j'ai fait passer des crédits chez eux. C'était bien. Donc, il y avait une autre banque. Enfin, réellement, c'était un même groupe, mais il y a deux banques dedans. Celle-là, j'ai réussi à signer un partenariat. Mais ce qui se passe, c'est que je commençais à bien travailler avec eux. Mais là, une fois, j'ai voulu, par curiosité, regarder juste pour essayer de voir à peu près ma clientèle qui venait me voir pour des financements. Et ça ne t'étonne pas si je te disais que c'était des gens à chaque fois d'origine étrangère. Jamais des gens, voilà, des gens d'ici. Donc, il y avait donc la discrimination, elle venait aussi, c'est-à-dire tu as des gens qui vont dire, moi, c'est pas un bougnoul qui va s'occuper de m'avoir un financement. Donc, quand je regarde, hop, je vois les noms. Même des fois, si tu as le nom un petit peu, hop, qui peut être, hop, tu grattes bien, tu te rends compte qu'il est d'origine étrangère. Et, mais comme j'avais un secteur assez large, j'essayais d'intervenir et dans le Gard et dans l'Hérault. Donc ça va, j'avais de temps en temps quand même des clients qui me faisaient confiance, à qui j'obtenais des financements dans ces banques-là. En particulier et là, ce qui se passe, c'est que dans une agence qui est à Lunel, la directrice de la banque, qui est une nazie, hein, voit comme ça, elle me voit, elle comprend pas. Parce que elle, au départ, elle voit que je ramène des dossiers. Mais heureusement, moi, la plupart de mes dossiers, je les faisais passer dans le Gard, avec une petite agence là qu'ils avaient là-bas. C'était génial. Et aussi à Montpellier. Mais là, j'arrive. Mais moi, j'avais dans la ville de Lunel. J'avais mon siège dans la ville de Lunel. Et là-bas, on va dire, les nazis, il y en a à foison. Hein. Ils sont tous là. On dirait qu'ils se sont donné rendez-vous là-bas. Et donc, ils te connaissent automatiquement. Et cette directrice, une fois, j'y vais pour déposer un dossier. Et elle, j'envoie mon dossier de ma cliente. C'est une dame qui était venue me voir en ce temps-là, je me souviens, c'était une infirmière. Et elle avait besoin de faire racheter son crédit parce qu'elle se faisait aligner. Donc, elle est venue me voir, je lui fais une petite simulation. Je lui dis, écoutez, moi, madame, je peux vous faire gagner facilement 150 € par mois sur votre remboursement. Elle remboursait 650 €. J'allais la descendre à 500. Mais rien, il n'y a rien qui allait changer. Enfin, juste, je lui transfère de crédit, elle gardait le même. C'était juste le taux. J'ai négocié juste le taux. Il n'y avait rien qui allait changer. Elle se retrouvait à payer 150 € de mois. Elle me dit, franchement, si vous réussissez à me faire passer le dossier, ça va être génial. Parce que je vais prendre d'ici 1 an ma retraite et je sais que mes revenus vont baisser. Donc, ça va me faire beaucoup de bien. 150 €, c'est pas rien. Je lui dis, il n'y a pas de problème, on va vous inquiétez pas, il vous reste que 10 ans pour rembourser, il y aura pas, je vous ferai passer le dossier. Et donc j'envoie à cette banque, et je savais qu'ils étaient très bien placés, que le profil de cette dame était le profil qu'ils aiment bien, et qu'ils sont bien placés dans ce genre de... C'était les meilleurs, ils étaient beaucoup mieux que par exemple la BNP. La BNP, j'ai même pas voulu essayer de faire passer chez eux parce que je savais que c'était pas leur cible, ce genre de... Donc ça servait à rien. La BNP, c'est une banque, je le dis comme ça, mais enfin, eux-mêmes, ils assument. Eux, ce qu'ils adorent, c'est les entrepreneurs comme moi ou des cadres.
cadre supérieur, ça, ils adorent. Et ils se battent comme des malades pour les avoir. Donc, quand je fais jouer la concurrence avec eux, j'obtiens des taux très intéressants. Et c'est leur cœur de cible. Alors que l'autre a été plus populaire, etc. Eux, ce qu'ils cherchaient, c'est voilà, le client qui a un CDI, enfin qui gagne sa vie, qui est stable, et c'est bon. Après, ils sont bien placés. Je reste 4 jours, voire même une semaine, aucun retour. Alors que d'habitude, au bout de 48 heures, tu as un conseiller automatiquement qui reçoit le dossier et qui t'appelle pour avoir plus d'infos, pour ensuite te faire une offre. J'obtiens, là, j'ai rien. J'appelle la direction régionale pour dire voilà, j'essaie de les contacter eux, on ne veut même pas me répondre. C'est comme si on me snobait. Donc, je contacte la direction régionale pour leur dire voilà, j'ai un petit souci, c'est que j'ai fait une demande. Ah, on me dit ouais, mais passez-nous le dossier. Nous, on va le faire, on va demander nous à ce qu'il soit étudié. Ils vont vous répondre rapidement, vous inquiétez pas. Cette dame avait raison. J'envoie le dossier. Le lendemain matin, on m'appelle pour me dire, ouais, on m'envoie même une offre. Voilà, on m'envoie une offre directement, sans m'appeler. Et là, ce qui se passe, ok, là, il y a ma cliente qui m'appelle, qui me dit, Monsieur Nasri, donc on va se voir tel jour à la banque. Je dis, je suis pas au courant. Ah si, il y a la conseillère qui m'a appelé, elle m'a donné rendez-vous. Ah, vous faites bien de me l'avoir dit. Franchement, parce que je ne savais pas. Alors que normalement, le banquier est censé t'appeler pour te dire, pour fixer un rendez-vous pour que tu sois présent avec ton client, parce que tu es là pour quand même défendre ses intérêts. Et là, ce qui se passe, c'est que donc je pointe. C'était 9h du matin, je pointe. La conseillère, elle me voit, elle est surprise. C'est une conseillère, hein, donc je ne parle pas de la directrice seulement. Donc elle était de mèche avec la directrice. Je rentre avec ma cliente et là, je la vois. Elle commence à expliquer à ma cliente. Moi, je pensais que c'était une caméra cachée. Je me suis dit, moi, on me le fait exprès là pour que je m'énerve. C'est pas possible. C'est impossible. Elle explique à ma cliente qu'elle est bien à sa banque, qu'elle a peut-être pas intérêt à renégocier, qu'elle devrait se méfier de moi. Parce que moi, ce qui m'a étonné, c'est que en rentrant à l'agence, je regarde, je vois la directrice qui me regarde, mais qui me fait un sourire satanique. Tu as vu le gars là qui complote contre toi et qui te fait te faire un coup de pute et qui pense que tu ne vas rien comprendre. C'est là que je me dis, il y a déjà un truc. Et quand je rentre, la conseillère qui est froide, et là, elle rentre sur. Donc, et là, on sort avec ma cliente et elle me dit, écoutez, Monsieur Nasri, avec ce qu'elle m'a dit, tout, je vais réfléchir. Hein, parce que moi, je pensais, je voulais la. Je lui dis d'accord, ok. Je vous laisse réfléchir, mais franchement, de toute façon, vous avez vu l'offre, elle est intéressante. Hein, faut pas, vous pouvez y aller. Et elle me dit d'accord, je vais réfléchir. 3-4 jours après, il n'y a aucun retour de sa part. J'essaie de l'appeler, elle ne répond plus, donc elle ne voulait plus bosser avec moi parce que ça a marché ce qu'elle a fait l'autre. Et là, ce que je fais, c'est que j'appelle la direction régionale pour me plaindre. Et là, je tombe sur une personne que je pensais être de mon côté, dans la direction régionale. Peut-être qu'un jour, elle va nous écouter. Elle a un nom qui ressemble un peu à une poupée très connue. Et s'il y a des courtiers là, qui sont dans la région qui nous écoutent, ils doivent savoir de qui je parle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je me plains, elle me dit, oui, écoutez, vous me laissez faire mon enquête, je vais voir parce que c'est pas normal ce que vous me dites là, c'est pas censé arriver ce genre de truc. Je dis, ok, madame, allez, je compte sur vous parce que franchement, moi-même, perso, je vous appelle, je vous parle de ça, mais je suis sous le choc, je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive, ce genre de choses. Et là, je reçois un courrier une semaine après ou 10 jours après de cette banque-là qui me dit bon, vous ne répondez pas à nos critères, etc. Donc, on ne souhaite plus travailler avec vous. Donc, il me résilie mon partenariat. Et moi, le problème, c'est que beaucoup de mes dossiers passaient par là-bas. Parce que nous, en tant que courtier, le plus difficile, c'est d'avoir des partenariats bancaires. Et si en plus, parmi les rares partenariats bancaires que tu réussis à avoir, tu les perds, c'est comme si, tu vois. Et ok.
Et là, j'essaie de contacter une autre banque qui fait partie du groupe. Et je voulais essayer de faire passer un autre dossier, etc. chez eux. Et là, ils me disent non, non, vous avez un problème là avec la banque de notre groupe là. Donc, par solidarité, on va suspendre notre partenariat avec vous. Et je vois que 90% des dossiers que je pouvais faire passer ne pouvaient plus passer. Il me restait que la BNP en tant que partenaire. Et la BNP, voilà, avec, vu que moi, on va dire, la plupart des gens qui venaient me voir, c'était plus la classe populaire, etc. Donc, c'était pas, il n'y a que 10% des gens qui venaient me voir qui étaient soit cadres, soit qui avaient. Donc, ce qui fait que. Samuel, je voulais te demander, aujourd'hui, tu travailles avec d'autres banques que la BNP ou il n'y a que la BNP aujourd'hui dans tes partenaires en termes bancaires? Non, mais là maintenant, ça a changé parce que je vais t'expliquer, ça a changé parce que maintenant, tu n'as plus besoin de partenariat pour travailler avec les banques. Ok, ouais. Tu peux travailler avec toutes les banques que tu veux, c'est même la loi qui les oblige, malgré qu'il y a des banques qui résistent. Mais maintenant, tu deviens comme une sorte d'avocat. C'est-à-dire que là, c'est le client qui te rémunère et la banque n'a pas le droit de te dire, monsieur, je ne traite pas votre dossier parce que c'est vous qui le présentez. On a même un syndicat qui s'appelle l'UIC, Union des intermédiaires en crédit, qui en a fait un combat de malade et on a triomphé. Je suis toujours adhérent là-bas. Et on a triomphé grâce à sa présidente qui a fait du très bon travail. Elle est de Montpellier. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est une ancienne de SOS Racisme à Marseille. Donc, elle savait faire du bruit et là, elle a exploité ce qu'elle a appris pour avoir ce qu'elle veut. Hein. Donc, et je dis ouvertement, c'est elle qui a, enfin, elle et ceux qui l'ont aidé, qui ont bossé avec elle aussi, mais c'est sous son impulsion, c'est elle qui a sauvé le métier du courtier en crédit parce qu'il était condamné à mort. D'accord. À un certain moment, avec la crise, avec la baisse des taux, etc., les banques avaient décidé de liquider tous les partenariats bancaires. Tu vois ? Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc, ce qui se passe, c'est que ce qui m'arrive, c'est que je me retrouve dans une situation, c'est comme si toi, tu ouvres un commerce, en sachant que c'est un commerce, pour te faire une clientèle, il faut des années de travail. Donc, tu remplis de marchandises, tu te bats comme un taré, tu fais des promos, tu fais tout pour te faire connaître, tu te sacrifies, tu ne te payes pas forcément, juste pour gagner une clientèle qui, après, au bout de la 3e, 4e année, ça commence à tourner. Donc, tu commences à avoir les fruits de ton travail. Et imagine, il y a quelqu'un qui vient qui dit, écoute, tu baisses le rideau, tu te casses. Il n'y a plus rien qui t'appartient ici, casse-toi. Voilà à peu près ce qu'on m'a fait, si tu regardes bien. Et là, c'est par vraiment pur racisme, tout ça. Hein. Ces gens-là ne pouvaient pas supporter de voir un bougnoul réussir dans la finance. Et donc, c'est quelque chose qui m'a. Donc, ce qui fait qu'en me faisant ça, je voulais plus faire de financement. J'arrivais plus à traiter des dossiers. Je pouvais plus. J'étais sous le choc. Et grâce à Dieu, peut-être 6 mois, 1 an avant qu'on me fasse ce coup, j'avais commencé à me lancer dans les assurances. Parce que j'ai remarqué, il y avait des gens qui rentraient dans l'IMO, etc., l'immobilier, où ils me disaient, tu fais pas... Non, attends, ce qui se passait, c'est parce que quand je faisais du financement, il y avait des gens qui me disaient, mais et les assurances crédit, on fait comment? En ce temps-là, j'en faisais pas. Donc, je leur disais, ça, je sais pas. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur le métier de courtier en assurance et ouvertement que je connaissais pas. Moi, je pensais qu'il y avait que des agents généraux, quoi, quand quelqu'un a besoin d'une assurance, ou sinon, il y a l'assurance de la banque pour le crédit. Mais je connaissais pas le courtage en crédit. En ce temps-là, ça commençait le courtage en assurance, ça commençait, et surtout l'assurance crédit. C'est en ce temps-là qu'elle commençait à apparaître. Avant, c'était les banques qui avaient le contrôle sur l'assurance crédit. C'est comme ça qu'ils se faisaient beaucoup d'argent. En moyenne, en ce temps-là, tu avais un client qui pouvait se retrouver à payer 100 € par mois, alors que s'il passe par une assurance externe, il va payer pour 40 €.
il va économiser 60%. Hein. J'imagine, c'est une belle somme hein, sur l'année, enfin sur 20 ans de crédit, ça fait 20 000, 25 000 euros d'économiser, 15 000, tu vois. Ça dépend de la somme, parce que plus ton crédit est élevé, la somme empruntée est élevée, plus ton assurance est élevée automatiquement. Et donc, je me suis intéressé à ce métier-là de courtier. Je l'ai découvert et là, c'est là que j'ai commencé j'ai fait une formation spéciale que j'ai réussi haut la main en sachant que c'était une formation avec un taux de réussite aux examens de 50%. Donc, c'était dur. Il y avait beaucoup de gens, on m'avait prévenu hein, quand j'ai commencé cette formation, on m'a dit faites attention, c'est pas un métier facile déjà. Et en même temps, on vous le dit à l'avance, le taux de réussite est de 50%. Donc, vous ne découragez pas si à la première tentative ça ne marche pas, etc. J'aurais dit pas de problème, je vais quand même y aller, malgré que je suis fatigué, je cours à gauche, à droite, etc. Je vais le faire, je vais passer l'examen. Donc, j'ai fait la formation, j'ai passé l'examen, je l'ai eu. Et j'ai fait donc une demande pour avoir l'accréditation, je l'ai eu. Et là, je commence à chercher des partenariats, donc des assurances avec qui bosser. C'est drôle. Je tombe sur une compagnie, une sorte de courtier grossiste, un ancien courtier grossiste avec qui je signe, Soli Hazard, et qui me disent oui, c'est une spécialité des assurances crédit, il n'y a pas de problème. On me forme à distance dans leurs produits. Ok, j'avance, donc c'est bien. Ensuite, une fois, je tombe sur une filiale d'une banque qui fait des assurances. Je ne vais pas dire leur nom, parce que c'est un peu chaud. Je les contacte, il y a le commercial, vraiment l'inspecteur qui m'appelle directement et qui me propose un rendez-vous pour venir me voir. Il vient me voir, on sympathise, franchement on sympathise. Et il voulait bosser avec moi. Il me demande donc les documents. Il me dit, ça je vais l'envoyer au siège. Et je vais l'envoyer au siège et je reviens vers vous pour qu'on signe le nécessaire. Pour lui, dans sa tête, c'était fait, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on va signer, on va bosser ensemble, il n'y a pas de raison. Et là, 3 semaines, un mois après, il m'appelle, il me dit, mais excusez-moi, mais je peux vous poser une question, mais ça reste entre nous, hein. Il me dit, il ne faut pas le répéter ça, parce que je risque ma place, hein. Vous avez fait de la politique en Algérie, etc. C'est quoi le MAC? Et je lui dis oui, à un certain moment, quand j'étais étudiant et tout, j'ai fait partie du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Donc, moi, je suis pour l'autodétermination des peuples, peu importe. Moi, j'ai toujours été pour que les peuples puissent s'autodéterminer, tout comme les Corses, tout comme... moi, je suis pour que les gens aient... je peux comprendre aussi les Bretons, je peux comprendre les Basques, je peux les comprendre. C'est normal qu'ils veulent s'autogérer. Après, que ce soit après dans un grand ensemble ou ils décideront comment ils veulent faire. Et par exemple, l'exemple espagnol, je le trouve pas mal. Ah, il me dit, ouais, bon, je vais vous dire, vous n'allez pas tarder, vous allez parce que apparemment vous êtes fiché par. Donc, ce qui se passe, c'est que une certaine banque qui travaille en Algérie, qui a eu son accréditation, c'est une banque, on va dire, européenne, qui a une filiale d'assurance, mais apparemment, il y a le gouvernement algérien qui m'a fiché comme une personne non grata. Donc, ils ont reçu une liste de gens avec qui, c'est-à-dire que moi, il fallait pas qu'ils bossent avec moi, sinon ils vont perdre leur agrément en Algérie. Je ne sais pas si tu imagines le degré de. Donc, c'est ça que j'ai appris. C'est-à-dire que il y a le gouvernement algérien qui m'a mis dans une liste. Il a interdit à des banques à qui il a donné des agréments pour évoluer en Algérie de bosser avec moi. C'est-à-dire, s'ils bossent avec moi, ils risquent d'avoir des problèmes avec eux. C'est impressionnant. Hein. Bon, au départ, ouais, et puis surtout, c'est quoi ça? Surtout quand tu sais que à l'époque, le président de l'Algérie est en plus un berbère et qui ose faire ça. Non. C'était Bouteflika.
Ah, c'était pas Bouteflika? C'était Bouteflika et c'était le plus Ah. grand raciste de la terre portée. Non. C'était un anti-berbère, c'est même quelqu'un qui a travaillé avec la France pour. Oui, mais justement, mais c'est des Berbères mais qui se sont arabisés. J'avais vu une histoire là-dessus. Ah, je crois même pas. Même pas Les traites, je sais plus comment ils les appelaient. Il y avait un truc comme ça que j'avais vu. Il y avait eu un documentaire qui avait été fait. Peut-être C'est d'autres oui, régions, mais justement, comme c'est avec la France, ouais, qui était contre tout ce qui était les Kabyles, tout ça. il faut savoir que Bouteflika, il fait partie de la clique qui a collaboré avec la France pour prendre le pouvoir Oui, il était au officier de départ, l'armée quand il y a eu française. la Ouais, il a été révolution, officier. etc. Et même, il a Officier. fini comme il fallait qu'il finisse. Hein. Je pense que les gens. Et Oui, ironie de mais l'histoire, comme c'est un berbère qui a historique. pris le pouvoir, qui est devenu après président, qui était aussi Aujourd'hui, l'ennemi de l'Islam. aujourd'hui, ouais, c'est un ancien général, un ancien officier, c'est ça. Non, même pas. C'est un politicien. C'est même quelqu'un qui a été wali, wali, c'est-à-dire l'équivalent de préfet si je dis pas de bêtises, à Tizi Ouzou ou ma région d'origine, je crois Béjaïa, je sais plus. Hein. Mais il a été là-bas. Voilà, c'est Tebboune, président Tebboune. Donc, ironie de l'histoire, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'était un Bouteflika, il est tombé. Et il faut savoir que si Bouteflika n'était pas tombé, Tebboune, il était censé aller en tôle. Parce que Bouteflika, il était en train de l'écraser petit à petit. Il a mis son fils en prison. Le fils de Tebboune, il l'a mis en prison. Et le prochain, c'était lui dans la liste. Donc, il voulait petit à petit le démolir pour ensuite le mettre en prison. Et à la fin, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, Bouteflika, il est tombé. Son frère préféré, il a pris 15 ans de prison et je pense qu'il va en prendre encore il va prendre d'autres années encore. Et lui, voilà. Et à la D'ailleurs, fin, d'ailleurs, tu parles des Kabyles. Il y a un Kabyle qui a été arrêté. Là, j'ai oublié son nom. C'est un ancien. Là, il a été arrêté en Algérie, justement. quand Bah, il n'y a pas si longtemps. Boualem J'ai oublié son Sensel, nom. C'est pas l'écrivain là. Boualem. Hein? Boualem Sensel, l'écrivain. Oui. Boualem Sensel, Voilà, c'est c'est pas ça. un Oui, Kabyle. c'est Boualem. Boualem Sensel, à l'origine, c'est un rif marocain. Ses parents, c'est des rifs marocains qui se sont installés en Algérie il y a longtemps. Et lui, il est né en Algérie, effectivement. C'est un berbère, Boualem Sensel. Et là, il a été arrêté. Par contre, moi, ce qu'il y a avec Boualem Sensel, après, je dis pas qu'il mérite ce qui lui arrive, hein, parce que je considère que les gens ont le droit de s'exprimer, etc. Je pense qu'il va être libéré, il n'y a pas de problème, ils ne vont rien lui faire, parce que je pense que tu as vu le tapage médiatique, etc. Il y a la France qui est derrière. Moi, j'ai la double nationalité comme lui. Si on venait à m'arrêter en Algérie, la France ne ferait pas un geste, parce que eux, ça les Oui, oui, arrange. parce que toi, oui, voilà, quoi. T'as pas la Tu vois, médiatisation de eux, ce ça les dossier. arrange que je disparaisse, hein, donc il n'y a pas de problème. Par contre, lui, ils vont faire des efforts pour lui, pour le faire sortir, il n'y a pas de souci. C'est juste que il y a le gouvernement algérien actuel qui veut certainement l'utiliser comme une sorte de moyen de négociation pour quelque chose. Hein. Ils sont en train de négocier quelque chose Oui, et c'est justement, lui qui va servir il doit avoir quelque chose. de moyen d'échange. Hein, tu vois, donc, je m'inquiète pas pour lui. Et je peux te garantir qu'il là, il doit être dans une tôle VIP. Tu vois, donc c'est juste, il va servir de moyen d'échange, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as, Boualem Sensel, son cas, quand tu as de vulgaires nazis qui disent qu'ils l'apprécient, il faudrait, moi je l'invite personnellement, si un jour il voulait nous écouter, à se poser des questions. Que des nazis l'apprécient, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que son problème, quand on regarde bien, moi ces livres, j'ai refusé de les lire. Par principe, j'ai refusé de les lire parce que je considère que c'est quelqu'un qui est soutenu par le système mondialiste. Et même ça, c'est quelque chose que j'ai dit il y a plusieurs années. Une fois, je me souviens, il y avait un repas, on était plusieurs, etc. Il y avait plusieurs personnes que je ne connaissais pas. Quand ils ont appris que j'étais algérien, etc., et ils ont commencé à me parler justement de Boualem Sensel et de Daoud, quelque chose là. En me disant, ouais, t'as vu les mecs, ils sont bien. Alors que ces gens-là, je savais à qui j'avais affaire, je savais que c'était des gens d'extrême droite et tout, et je les regarde, ils me disent, ouais, c'est un gars, ouais, il est fort et tout. Je les regarde, je leur dis,
Je leur ai dit, franchement, des gens, moi je me méfie des gens qui sont publicités par le système. Et j'ai quelqu'un à côté de moi qui me fait ça. Arrête de parler, ça va partir en cacahuète. Il me fait ça. Donc il me connaissait, donc il savait que ça allait. Et là, je sais pas ce qui se passe, on change de sujet. Et, euh, et donc, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'il le libère, ça c'est sûr. Mais pour moi, Boualem Sensel, je le vois comme une sorte d'Éric. Il y a une volonté, c'est quoi? Il y a une volonté de salir tout ce qui est nord-africain et en particulier tout ce qui est berbère. Donc, à chaque fois qu'il y a des gens, les gens du système, etc., peuvent trouver quelqu'un, un des nôtres, qui serait là pour dire ce qu'un blanc aux yeux bleus n'oserait pas dire sans passer pour une crapule, ils le feront. Donc, ils vont le plébisciter. Si c'est un mec qui était censé vendre 1000 livres quand il publie, ils vont s'arranger pour qu'il en vende 1 million. Il n'y a pas de problème. Quitte à ce que ce soit eux qui achètent pour le jeter après dans les poubelles. Tu vois, ou qu'ils le mettent à disposition gratuitement dans des bibliothèques, etc. Juste pour pouvoir le faire connaître, lui faire de la pub et tout. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, quand tu l'écoutes? Il dit aux gens d'ici, faites attention à des gens comme moi. C'est des gens qui sont venus vous coloniser, qui sont venus vous faire du mal. Ils vous préparent le terrain pour vous exterminer. Ils vont vous faire ci, etc. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nourrit les nazis dans leurs idées. Il crée une situation où tu as plein... C'est-à-dire où on n'aura pas le choix à un moment ou à un autre, nous et des gens comme moi d'origine, etc. C'est-à-dire ils vont nous créer une situation où on va devoir s'affronter. Pourquoi? Parce que tu as vu, c'est en train d'émerger petit à petit. Tu as des gens qui disent ouais, il faut qu'ils repartent, il faut qu'ils prennent l'avion. S'ils ne veulent pas prendre l'avion, on va les aider, on va les exterminer, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, ils participent à ce jeu-là. Et eux, ils se sont trouvés. C'est le même cas comme Éric Zemmour, tu vois ce que je veux dire? Ils ont trouvé un berbère parfait de confession juive, c'est génial. Oui. Mais c'est ce que j'allais te dire, Samuel. De toute façon, tous les territoires, quelconques qu'ils soient, il a fallu avoir des collabos. Hein. Je veux dire, regarde chez nous en France, les Gaulois, pour que les Romains puissent prendre la Gaule, il a fallu des Gaulois collabos. Déjà, Vercingétorix lui-même, le mec n'est pas le héros qu'on dit, tu vois. Le mec a servi dans l'armée romaine. Voilà, il n'y a pas plus collabo que ça, tu vois. De toute façon, c'est partout pareil. Il a fallu que, pour que la France puisse prendre l'Algérie et tous les territoires du Maghreb, il a fallu des berbères collabos. Il a, pareil, les Arabes, quand ils sont arrivés, pour qu'ils puissent prendre le Maghreb, il a fallu des berbères collabos. Voilà, c'est ça l'histoire de l'humanité. C'est tout le temps des collabos pour qu'ils puissent avoir un colon quelconque qui puisse prendre la possession du territoire. C'est ça l'histoire de l'humanité. Voilà, donc tu as, effectivement, après tu as donc Éric Zemmour d'un côté, et pour agrémenter un petit peu pour que la sauce ait les meilleurs goûts, il fallait qu'il se trouve un berbère de confession musulmane. Parce que Zemmour, c'est bien, mais il est de confession juive, donc il ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. Donc il faut qu'on trouve un berbère qui va dire oui, on est des connards. Tu vois, je veux dire, on est des. etc. Et là, ils se sont trouvés Sensel. Tu vois. Moi, je peux comprendre Boualem Sensel. C'est quelqu'un, je peux très bien le comprendre. Parce qu'il part du principe que, par exemple, l'islam, c'est une religion qui n'est pas moderne, qui empêche la modernité. Parce que des fois, tu vois, il y a des gens. C'est-à-dire, si on regarde les extrêmes, je peux le comprendre. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas comme ça. Mais quand tu l'entends parler, il parle beaucoup des extrêmes. C'est comme si tout le monde était comme ça. C'est-à-dire, quand tu l'entends, les Maghrébins, ils vivent comme si on les laissait, ils vont vivre comme les talibans, par exemple. La fille, elle n'a pas le droit de sortir de la maison, elle n'a pas le droit d'aller à l'école, etc. C'est des conneries, tout ça. C'est pas un soufi. C'est pas un. En tant que griffe, je sais pas. Franchement, je crois que non. Je crois qu'il est athée. Mais lui, déjà, d'un point de vue religieux, il n'est pas dans le courant du soufisme. C'est pas un soufi, peut-être? Non, même pas, parce que moi, je pense comment il raisonne, quand tu l'entends comment il raisonne, etc., il est athée. Mais il ne va pas l'assumer publiquement. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et donc là, il s'attaque, voilà. Et donc, c'est pour ça,
et après, réellement, quand tu regardes bien ce qui s'est passé, apparemment, s'ils ont décidé de l'arrêter, c'est pour une autre histoire. Hein. Tu vois, c'est parce que apparemment, il a pris position pour le Maroc ou quelque chose comme ça. Tu vois, je veux dire, réellement, c'est une des raisons principales pourquoi ils ont décidé de l'arrêter. Et donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est quelqu'un. Moi, je trouve que on lui fait beaucoup plus de publicité que ce qu'on devrait. Tu vois, normalement, ça, c'est le genre d'écrivain qu'on devrait voir dans un plateau une fois chaque 10 ans. Pas comme ils font actuellement, on le montre partout. À chaque fois qu'il sort un livre, on l'aide à faire de la pub et tout. Parce que c'est bien, Mais, il peut dire des choses, ok, on va mais en peut-être tout dire. cas, Mm. on va revenir sur les assurances, mais on a fait ce petit passage dans un peu de historique et Ok, autres. C'est vrai que l'histoire des Berbères, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est ce qui est normal, et qui oui, me pas concerne aussi, forcément. hein, parce qu'en France, à l'époque du Moyen Âge, il y a beaucoup de Berbères qui se sont installés en France. Certains font partie de mes ancêtres, j'ai aussi du sang berbère, donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant qui m'intéresse et qui me concerne aussi. Donc, on va revenir sur les assurances. Et si jamais refaire une vidéo, si tu le souhaites, une prochaine fois sur les berbères, ça peut être intéressant. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et oui, donc pour revenir à ce que je disais, et euh, donc, premier machin où donc il y a l'assurance. Effectivement, je reçois 2 semaines après un courrier me disant votre profil ou votre société, je sais plus ce qu'ils avaient mis, ne correspond pas à ce qu'on cherche, donc on ne pourra pas bosser ensemble. Alors que ils bossent avec tout le monde. Tu vois, je veux dire, toute personne qui a un agrément, il lui donne la. Bah ok. Donc là, déjà, c'est le premier signal. Je vois ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, pourquoi on me donne autant d'importance? Tu vois, un gamin qui a fait quelques activités, qui a milité un petit peu à l'université, etc., on le fiche tellement que ça fait peur à certaines banques ou à leurs filiales en assurance de bosser avec moi. Bah, c'est un truc à devenir taré. Et donc tu as ça. Euh, ok, après quand même, je signe des partenariats avec des assurances, des, euh, ce qu'on appelle des courtiers grossistes, etc. Donc, on bosse, on développe un petit peu. Et justement, c'est ça qui m'a protégé de la faillite. C'est-à-dire, lorsque ceux qui m'ont enlevé les partenariats bancaires, franchement, tu prends, je sais pas, un gars, tu lui prends, s'il faisait que ça, tu lui enlèves ça, le mec, il se retrouve à la rue. Il se retrouve à la rue en 2-2, tu vois. Et donc, grâce aux assurances, quand même, j'avais une clientèle qui venait, etc. Et je réussissais quand même à gagner ma vie, ça m'a protégé. Et, et après, en 2000, vers fin 2000, vers fin 2000, 2018, parce que là on était en 2017, vers fin 2018, je me déplace à Montpellier. Je transfère mon agence à Montpellier où effectivement les choses vont aller beaucoup mieux, etc. Parce que on va dire ma clientèle cible, qui sont les gens d'origine étrangère, sont beaucoup, beaucoup plus nombreux là-bas. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, tu travailles beaucoup plus. Et depuis ce temps-là, si tu regardes bien, je fais que ça. Je fais que ça et je me concentre sur les assurances et avec une clientèle diverse, mais qui sont souvent d'origine, enfin, la plupart du temps d'origine étrangère. Quand je dis étrangère, pour les Européens, tu as beaucoup d'Ibériques en général, Espagnols, etc., Portugais. T'as aussi et après, tu as les gens qui viennent des pays d'Orient, tu as l'Afrique du Nord, tu as l'Afrique noire, etc. Voilà, à peu près ma clientèle avec qui je bosse beaucoup. Et sinon, donc avec le coup qu'on m'a fait dans la banque, et ben, ça m'a beaucoup refroidi. Ça m'a un peu choqué, donc, ce qui fait que depuis ce temps-là, après il y a eu donc le fameux UIC, Union des intermédiaires en crédit, qui a réussi à débloquer la chose, à permettre à des courtiers comme moi qui n'ont pas d'agrément de pouvoir quand même bosser avec des banques. Et la banque, elle n'a pas le droit de te dire merde, tu vois. Donc ça c'est bien, ça a permis
j'ai toujours mon agrément, mais je dis ouvertement, j'essaie même pas d'en faire du financement. J'essaie même pas d'en faire parce que là, actuellement, donc, depuis qu'ils ont réussi quand même à ouvrir le marché à des gens comme moi, entre-temps, on est rentré dans une crise. Hein, tu connais la crise immobilière où tu as les promoteurs qui font faillite, etc. Les transactions, les banques ne voulaient plus financer tout court. C'est que tu passes par un courtier ou pas, ils ne veulent plus financer. Donc, ce qui fait que je n'ai pas trop voulu me concentrer dessus. Et mais sinon, après, j'ai des petites activités que j'ai développées aussi à côté. Hein. Justement, c'est ça que je voudrais bien qu'il y ait des gens qui nous écoutent, par exemple, qui sont à peu près dans la même situation que moi, ou quand ils se lancent dans un business, par exemple, ou je sais pas, moi tu prends par exemple, tu prends n'importe quel, imaginons tu prends une franchise nationale ou une multinationale, etc., qui ouvre des cafés ou n'importe quoi, tu vois, et tu vas lui expliquer que il y a 60% des gens qui vont pas venir chez eux juste parce que à cause de leur origine. Imaginons, je sais pas, tu as McDonald's à qui tu vas expliquer que s'il va dans cette ville-là, il y a 60% de ses habitants qui vont le boycotter juste parce qu'il est américain. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'intelligemment, il va même pas ouvrir. Il va aller ouvrir dans un endroit où les gens vont le juger par rapport à ce qu'il propose. C'est tout. Pas par rapport au fait qu'il est américain. Mais après, quand tu as des mecs comme moi où on n'a pas le choix, c'est-à-dire il faut bien gagner sa vie quelque part, quand tu te rends compte que donc il faut toujours faire ton étude de marché, et quand tu te rends compte que, par exemple, comme dans mon cas, tu as 60% des gens ne viendront pas chez toi parce que voilà, pour eux, tu n'es pas de la bonne origine, 60% des chalands, hein, tu as juste 40%, ben peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est se diversifier. Essayer d'être dans plusieurs secteurs en même temps et adopter la petite stratégie que j'ai adoptée avec le temps, c'est par exemple faire comment dire, ce que j'ai appelé la stratégie des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, ou la grande rivière, qui va faire la grande rivière. C'est-à-dire que tu gagnes un peu là et un peu là pour te faire après un revenu correct. Après, il ne faut pas trop s'éparpiller. Oui. Oui, parce que tu n'as pas précisé, parce qu'à côté de ton activité de courtage, tu as une activité de location de véhicules. Je sais que tu as ça Voilà. aussi. Tu as aussi une petite activité de location de voiture qui me permet d'avoir un revenu supplémentaire. Et ça me permet un petit peu d'avancer un peu plus rapidement que si, par exemple, je me concentrais que sur les assurances, etc. Voilà ce que je voulais. Ouais. D'ailleurs, au niveau des assurances, tu travailles avec qui comme partenaire principalement? Quels sont tes partenaires là-dessus? Il y a des compagnies, je ne veux pas en parler parce que s'il y a des gens sales qui nous écoutent, ils vont essayer de Ah, faire sauter des oui, oui. partenariats. Ouais. Et Si tu as encore des attaques, c'est sûr que c'est pas la peine. ouais, mais c'est constant, ça s'arrêtera jamais, ça. Donc, mais sinon, ouais, je travaille avec certaines compagnies et ça se passe bien et voilà. Donc, on sait jamais, tu vois, je veux pas prendre de risques, etc. Parce que des gens sales, il y en a énormément, donc et Oui. des fois, ils ont une Mais capacité. sinon, tes clients viennent vers toi pour négocier quel type de contrat? J'imagine plutôt type Franchement, les contrats d'assurance je fais tout. véhicule, Je suis généraliste. d'habitation, généraliste, ouais. Je suis généraliste. Je m'adresse aux professionnels comme aux particuliers. Je peux assurer des sociétés pour leur assurance décennale, assurance professionnelle en général, assurance de leur véhicule. J'assure le particulier qui a besoin d'assurer son scooter, sa moto, sa voiture, sa maison, son camping-car, etc. On fait tout, on est généraliste. Et justement, ça c'est un des phénomènes, c'est qu'on fait l'assurance santé, c'est que justement, parce que j'ai une clientèle qui est limitée, automatiquement, je suis obligé de me diversifier, même dans les assurances. Parce que très souvent, par exemple, tu vas remarquer, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de se diversifier comme moi, je me diversifie. Donc, c'est un peu dur parce que c'est des métiers à part entière. L'assurance professionnelle, ce n'est pas le même délire que l'assurance pour les particuliers.
c'est beaucoup plus compliqué l'assurance professionnelle. C'est un état d'esprit, c'est une façon de travailler. Donc moi, je n'avais pas le choix, j'étais obligé de développer le tout. Tu vois, donc c'est des efforts intellectuels, c'est pas, c'est un travail à faire et tout, c'est compliqué. Mais j'avais pas le choix. Si je veux me faire un revenu à peu près correct, je dois être partout. Mais je sais pas si tu as remarqué, il y a des gens, par exemple, ils font que des assurances santé. Tu vois, des fois, tu as des agences, mais moi, si je venais à faire ça, je vais couler. Parce que ma clientèle n'est pas assez nombreuse. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que quand j'ai un client qui rentre, il faut que je puisse lui coller. Ça, j'aime pas cette expression. Ce terme, Il ouais. faut que je puisse lui proposer un max d'assurance. Il ne faut pas que je le laisse partir à la concurrence pour sa voiture ou sa santé et venir chez moi que pour l'habitation ou pour, tu vois, j'ai Ouais, tout il intérêt. faut que tu lui proposes un pack, c'est ça? Ouais, il faut que je puisse tout lui proposer. Après, c'est lui qui décide, hein. Je lui propose tout. Comme ça, il sait que tout ce dont il a besoin, il va les trouver chez moi. S'il est content pour l'assurance de sa voiture, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas pour l'habitation ou pour la santé ou pour s'il a un business pour son commerce. Tu vois, il n'y a pas de raison. Il viendra chez moi. Donc, j'avais tout intérêt comme ça, sur un seul client, je vais gagner plus. Tu vois. Comme ça, si je me. Après, il faut savoir que nous, on est une agence, on a à peu près 600 clients. Et ça tourne. Des fois, tu as des gens qui partent, qui reviennent, d'autres, tu vois, d'autres qui viennent. Mais à peu près, on a ça. On a à peu près 600 clients. Et sur ces 600 clients, j'ai tout intérêt à leur proposer un maximum. Tu as d'autres agences concurrentes, juste parce que leurs propriétaires sont de la bonne origine, ils ont 1000, 1500 clients. Tu vois, à peu près. Juste parce que, voilà, ils peuvent se permettre, parce qu'ils ont une zone de chalandise assez large. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu as les gens d'origine comme moi, étrangères, qui soient nord-africains, noirs africains, orientaux, etc. Eux, ils n'ont pas le même état d'esprit. Ils vont quand même chez les gens. Ils sont pas, on va dire, ils sont pas racistes dans leur façon de consommer. Ils vont chez les autres, quoi. Ils vont chez tout le monde. Tout comme ils viennent chez moi, ils vont chez tout le monde. Eux, ils n'ont pas ce raisonnement. Ah, lui, je vais pas y aller parce que, voilà. Eux, j'ai remarqué, ils n'ont pas ce raisonnement. Et il y a des gens, ils viennent chez moi parce qu'ils se sentent à l'aise avec moi. Parce que je ne les prends pas de haut, etc. J'ai une façon de travailler qui est, j'essaie d'être le plus pédagogue possible. Je comprends que c'est normal qu'ils ne maîtrisent pas le concept d'assurance, enfin, ils ne comprennent pas tout à l'assurance, sinon ils n'ont aucune raison de venir me voir. Ils vont aller s'assurer tout seuls sur Internet, etc. Donc, on essaie de les protéger, de leur expliquer, de leur proposer le meilleur service possible. Tu vois. Et donc, tu as ça. Et voilà, donc c'est à peu près ce que je fais dans mes activités. Ok, très bien. Ouais, comme tu l'as expliqué, du coup, les gens viennent vers toi parce que tu es. Ouais, ils ont confiance en toi en termes de tes explications, tout ça. Et puis j'imagine aussi ça marche pas mal au bouche à oreille s'ils viennent chez toi. C'est normal, bien sûr. Moi, la plupart des gens qui viennent me voir, ils me disent je vais de la part de telle personne parce qu'il est assuré chez toi ou voilà. Bien sûr. C'est comme ça que ça marche. Très souvent, c'est le bouche à oreille. Ouais. Après, des fois, tu as des gens qui nous découvrent sur Internet. Oui, voilà. Ils Oui, voient parce qu'on l'a pas précisé, tu vois. Tu fais bien de parler d'Internet aussi. Tu as une chaîne YouTube aussi. j'ai une chaîne YouTube, effectivement, mais que j'avais arrêté d'alimenter pendant quelques temps. Ouais, Là, mais il y je a vais essayer de toujours des reprendre. vidéos de. Oui, bien Ouais, et sûr. puis il y a toujours des vidéos qui sont dessus. Donc c'est pour ça que je vais recommander aux gens qui sont plus intéressés par toi, d'aller voir directement ta chaîne YouTube, qui porte ton nom d'ailleurs, Samuel Massini Sanasri. Évolution Comme ça, Média, Samuel M. Nasri, normalement. C'est Évolution Média, Samuel M. Nasri. Mais il tape mon nom, ils vont ah, d'accord, vont tu as taper. rajouté Évolution. Ouais, il me semblait que c'était juste ton Ça, nom à c'était l'époque. depuis le début. Peut-être que. Depuis le début, ouais. Ah, je me souvenais pas avoir vu Évolution, mais bon, ça fait rien. Ça fait rien. Mais Et, ouais, je et vous là, conseille au cas d'aller voir sa chaîne. ouais. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de reprendre un petit peu des vidéos. Je vais essayer d'interviewer des gens locaux, des gens que je connais, etc., même s'il faut national, hein, avec qui je suis en contact, en interaction, etc., des gens des écrivains, des entrepreneurs,
Il y a même certaines personnalités politiques dans notre région que je vais interviewer. Je vais faire de temps en temps des petites vidéos économiques, etc., pour qu'on parle un petit peu de ce qui se passe actuellement, parce que je pense que il y a de plus en plus de gens qui sont désemparés, qui savent pas trop quoi faire, qui savent pas comment gérer ce qui leur tombe sur la tête, hein, parce que mine de rien, ce qui se passe actuellement, c'est une véritable boucherie. C'est discret, mais c'est une boucherie. Il y a plein de gens qui avaient des commerces qui marchent plus. Ouais, Il y a plein de gens qui avaient un job. Là, ils savent qu'ils vont pas tarder à se faire virer parce que leur boîte, elle part en cacahuète. Et surtout des grosses entreprises. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas conscients de ça. C'est que quand, par exemple, pour moi, des fois, j'entends des gens qui me disent, quand, par exemple, ils te disent, il y a Michelin qui va virer 5000 personnes. Il y en a qui te disent, ouais, oh, sur 65 000 habitants, 65 millions d'habitants, c'est rien, 5000 personnes. Oui, si on devait raisonner comme ça, oui, je serais d'accord. Mais le problème, c'est qu'on oublie une chose. Michelin, par exemple, qui va virer 5000 personnes. S'il n'y avait que ça, c'est rien. Mais le problème, c'est qu'on oublie que Michelin a des sous-traitants. Que ces 5000 personnes-là, par exemple, prenons une zone d'activité où est installé Michelin, où tu as ces 5000 personnes qui travaillent. Ces gens-là, entre midi et 2, il faut qu'ils mangent quelque part. Donc, il faut travailler qui? Il faut travailler le restaurateur, enfin les restaurateurs qui sont à côté. Ils font travailler les alimentations générales ou les supérettes qui sont à côté. Tu vois, ils font travailler la petite sandwicherie qui s'est Oui, installée c'est devant. toute une petite économie locale. Exactement, exactement. Ils font travailler des sous-traitants. Certainement celui qui leur fournit le plastique ou je sais pas quoi qu'ils utilisent pour faire des pneus. Le vendeur de machines ou peut-être le sous-traitant qui s'occupe de l'entretien de leur machine. Question c'est peut-être c'est le seul contrat qu'il a peut-être. Il y a beaucoup de gens, quand ils travaillent avec des grosses sociétés, généralement, ils se concentrent sur cette grosse société qu'il a comme seul client. S'il la perd, il est foutu. Tu vois Donc, ce qu'on ne nous dit pas, moi, je voudrais bien que ces gens qui passent à BFM, etc., qui nous disent, ouais, il y a Michelin et il y a 5000, ce serait bien qu'ils expliquent aussi les conséquences derrière, qu'il y a, en plus des 5000, il y a 100 000 emplois qui disparaissent en même temps, à côté. Là, c'est une boucherie. Là, on sent la boucherie. Tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on entend parler d'une grosse boîte ou d'une boîte intermédiaire qui ferme, il faut voir les conséquences qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça que je voulais. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit aussi, mais tu as des responsabilités, comme tu m'as expliqué, à la Chambre des commerces de l'Hérault. Oui, c'est pas vraiment une responsabilité. Je suis juste ambassadeur à la Chambre de commerce. Moi, mon boulot, justement, donc c'est du bénévolat, hein. C'est pas du salariat, je suis pas payé pour ça, etc. Donc, mon boulot réellement, c'est d'être en contact, et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de clients qui sont des commerçants, hein. C'est d'être en contact avec des gens qui ont un registre de commerce et de pouvoir, par exemple, répondre à leurs doléances pour certaines de leurs difficultés. Des fois, être sur le terrain pour pouvoir comprendre leurs problèmes, pour après proposer des idées. Et il faut savoir que quand même la chambre de commerce, mine de rien, c'est une force de proposition. Elle n'est pas là seulement pour enregistrer ta création de société. Elle est aussi là pour être un interlocuteur entre le commerçant du coin et le représentant de l'État. Donc c'est pour ça que boîte pour moi c'est un moyen de gagner une nouvelle clientèle. Hein. En tant qu'ambassadeur à la chambre de commerce, des fois il y a des gens qui vont me connaître grâce à ce statut et qui vont avec le temps devenir clients chez moi. C'est aussi après c'est un mélange, tu vois. Donc c'est un moyen aussi pour moi de venir en aide des fois aux gens, de comprendre ce qui se passe, de proposer des fois des idées pour atténuer, pas forcément régler, atténuer leur souffrance. C'est un moyen pour moi de m'intégrer au tissu économique. Très bien, ouais. Ben, d'ailleurs, on va arriver vers la fin de cet entretien, Samuel. Je vais te remercier pour ta disponibilité.
Avec Et les plaisir. gens qui sont intéressés par toi, je leur recommande encore une fois d'aller voir ta chaîne YouTube ou sinon d'aller voir ton site internet experassure.net. Voilà, donc Ouais, si vous avez par rapport à vos assurances et autres, vous avez besoin de renégocier des contrats et autres, n'hésitez pas à faire appel à Samuel et ses équipes qui seront vous conseiller au mieux. Donc et on est à Montpellier. Précise qu'on est à Montpellier. à Montpellier, ouais, exactement. Ouais. Vous êtes à Donc, Montpellier, mm. donc voilà. Si vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas. Hein. Ils seront là pour vous aider au mieux. Donc Samuel, encore merci à toi et Avec je dis plaisir. à la prochaine à tout le monde À bientôt. et Au à revoir. plus. Merci.